T'avances, tu fais beaucoup et quelque chose en toi demande juste de ralentir. Quelque chose en toi voudrait se sentir relié. Ici, on s'arrête un instant, ensemble. Bienvenue dans Humain Humaine en processus. Un balado qui est né d'un besoin simple, celui de se rencontrer pour vrai, de parler du chemin pendant qu'on le marche. On vient pas expliquer la vie, on vient la vivre. Chaque épisode, c'est une rencontre entre deux chemins qui se racontent, se croisent et se tricotent. Il n'y a pas d'expert. Chacun est au service de sa propre expérience. On parle de ce qui se passe à l'intérieur, des prises de conscience, des couches qui tombent, de la vulnérabilité qui ouvre quelque chose. Si tu écoutes cet épisode maintenant, c'est peut-être parce que tu sens que ton chemin pourrait résonner avec celui de quelqu'un d'autre. C'est un moment, un espace pour ralentir, pour te déposer, pour ressentir que nos processus sont profondément liés. Alors, installe-toi, respire et marchons ce bout de chemin ensemble. Bonjour les beaux humains et les belles humaines en processus. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter Catherine Oussiot. Une femme qui, depuis toute petite, a su qu'elle ne rentrerait pas dans les cases. Catherine, c'est une âme nomade, une chercheuse de sens, quelqu'un qui a choisi de faire confiance à ses élans intérieurs. Dans cette conversation, elle nous parle de la perte de sa grand-mère, puis que c'est d'elle qu'elle a appris c'est quoi l'amour inconditionnel, puis bien sûr du vide immense que ça l'a laissé de la perdre. Elle nous partage aussi ses années à se déplacer, à se déconditionner, à chercher ce qui est vraiment essentiel. Et puis il y a aussi ce moment en Amazonie avec les plantes où quelque chose s'est enfin posé en elle. C'est un épisode qui invite à rester vrai à toutes les parties de soi-même. Bonne écoute! Bonjour Catherine! Bonjour Joliane. Merci de venir faire ça avec moi, cette entrevue pour le balado. Bienvenue, ça me fait grand plaisir. Merci de m'accueillir. Je sens qu'on va avoir, en tout cas, ça m'apporte beaucoup de joie de faire ça avec toi. Également. Alors, on y va d'emblée avec ma question habituelle que j'aime bien poser. C'est quoi pour toi un humain ou une humaine en processus? Je vais parler de mon processus, de ce qui est au cœur de ma quête, de mon processus évolutif, qui pour moi est le sens de pourquoi je suis incarnée ici sur cette terre. Ce que je vois, le fil commun que je peux dégager, c'est j'ai une valeur de liberté très grande, prioritaire dans ma vie quelque part. Et je vois que pour moi, ma quête évolutive se fait au niveau d'acquérir plus de liberté intérieure. Et que cette liberté intérieure passe par justement me déconditionner des différents processus de réaction, de réactionnel automatique, souvent défensif, de protection, mais même parfois plus loin au niveau même de notre processus de survie, etc. Tous les conditionnements que l'on peut avoir sur différents plans, que ce soit psycho-émotionnel, mais ma quête m'a amené à aller plus loin, même au niveau des conditionnements physiques, quelque part. Tu dirais que c'est ce qui a teinté ta vie, finalement? Cette quête de recherche de liberté intérieure qui passe par ce déconditionnement. Super intéressant. Merci pour ta réponse. Comment as-tu le goût de nous la partager, cette quête? Comment peut-être le déclencheur de ça? Tu sais, j'imagine qu'il y a un déclencheur peut-être? Oui, mais moi je viens de Belgique. Je vivais un tout petit village de 500 habitants en Wallonie, en Belgique. Puis, je peux dire que j'ai vécu une enfance avec beaucoup de liberté, une toute petite école où il y avait quelque chose d'épanouissant, où on allait jouer avec chacun, etc. Puis j'ai eu vraiment quelque chose de très déterminant dans ma vie, c'est que ma grand-mère, à qui j'avais un lien affectif très puissant, pour moi, c'est elle qui m'a éveillée à l'amour inconditionnel. Puis,
elle est décédée quand j'avais 10 ans et j'ai pas du tout été préparée à ça. Elle était malade, elle avait le cancer, puis on nous a pas du tout préparé à ça. Donc j'ai reçu ça comme un coup de bambou où ma vie s'est effondrée. Et je me suis sentie très, très, très seule dans ce... J'irais pas dire deuil parce que j'ai pas pu faire mon deuil. Je suis restée avec cette souffrance infernale à l'intérieur où toutes les nuits à partir de 10 ans, je cherchais une façon de mourir. D'aller la rejoindre. D'aller la rejoindre quelque part, j'imagine. Je préfère une thèse sur le suicide, tellement je regardais toutes les manières, tellement je regardais les impacts aussi que ça pouvait avoir, etc., etc. Puis donc je suis rentrée dans l'adolescence avec cette souffrance, avec ce mal-être, aussi différentes petits, comment je vais dire, déséquilibres au niveau du système familial. Puis j'arrivais à l'adolescence avec un non-sens, un non-goût de vivre. Je voyais pas ce que je faisais ici, je comprenais pas ce que je faisais là et j'avais pas envie d'être là. Et tout ça ne pouvait pas en plus être vu. Donc je cachais ça. Et, parce que les autres pouvaient pas parce que tu sentais pas que tu allais pouvoir être accueillie si tu l'ouvrais, tu veux dire? Non seulement ça, pour différentes raisons dans lesquelles je ne m'étendrai pas ici par rapport à ta question, ça nous emmènerait un peu trop loin. Mais surtout, oui, parce que je me sentais seule. Il y avait ce leitmotiv dans ma tête, c'est personne ne peut me comprendre, personne ne peut m'aider. C'est ça que je voulais clarifier, merci. Ouais. Il y a d'autres choses aussi, mais c'est surtout ça. Parfait. Puis je voulais me protéger aussi là-dedans. Et donc, je suis rentrée là, et un game changer dans ma vie, où ça m'a ouvert les portes et l'esprit, c'est quand à 13 ans, on m'a mis dans les mains le livre de Castaneda, Carlos Castaneda, L'herbe du diable et la petite fumée. Donc, il faut savoir, c'est un anthropologue, et ce premier livre qu'il a fait décrit d'une manière un peu anthropologique sa rencontre avec des chamans là-bas et son expérience, mais il le décrit de manière très comme objective au départ, et sa rencontre avec d'autres états de conscience, des états de conscience transcendants, parce qu'avec ces chamans, il fait l'expérience d'une plante qui s'appelle le peyote, qui est un cactus, un expanseur de conscience. Et ce qu'il mettait en avant là, l'ouverture sur d'autres mondes, l'ouverture sur d'autres dimensions, l'ouverture sur d'autres états de conscience, avec tout ce qu'il y mettait comme moi j'ai trouvé je dirais de sens, parce que pour moi, je m'y suis reconnue comme un sens profond pourquoi je suis ici, et toute ma quête à travers énormément d'années a été un jour, je vivrai ce genre d'expérience. Wow! Tu avais 13 ans. Donc là, à 13 ans, tu l'as lu, ce livre-là? Oui. Et tu n'as pas pris la plante à ce moment-là? Non, du tout. Mais j'avais 13 ans, je n'avais pas accès, puis, mais ça a créé une ouverture. Voilà, c'est le départ. Ça a créé une ouverture sur d'autres possibles, en fait. Puis, je me suis j'ai toujours eu une quête d'un ailleurs. Comme par exemple, très tôt, je passe à cet âge-là, ou un peu plus tôt, j'ai su que je ne vivrais pas en Belgique. Même au départ, mais comme on dit, je ne sais pas si vous dites ça ici, mais mes petits amis, là, j'allais chercher dans le village plus loin. Puis ça a été, comme tu dirais, dans le département plus loin. Puis ça a été, pas rien que mes petits amis, mais la découverte d'autres personnes, les personnes avec qui j'avais envie de relationner. Donc, ça m'a amené à faire des voyages, dans d'autres pays, aller m'installer dans d'autres pays, d'abord en Europe, puis sur d'autres continents, etc., etc. Parce qu'on en a parlé ensemble, hors enregistrement. Tu es partie très jeune de chez toi et tu as déménagé vraiment beaucoup, souvent. Mais je me suis vécue dans un longtemps de ma vie comme une nomade, sans attache, sans terre. Au point que là où je me sentais vraiment bien, c'est par exemple, tu sais, quand tu as passé l'embarquement dans les aéroports, c'est une zone apatride. Ouais. Où là, je me sentais chez moi. Ah, wow! Oui, plusieurs fois, j'ai eu ça en conscience, où je me sentais
humaine sur cette terre, dans ce dans ce petit système solaire, faisant partie de ce petit univers et avec énormément de difficultés à me sentir appartenir, que ce soit un pays ou même une communauté. Donc, je me sentais pendant très longtemps, mais je pense encore un peu maintenant, mais je le vis différemment, comme un électron libre, comme quelqu'un en quête de découverte, comme un explorateur, où j'appartenais à tout en même temps, Ouais. mais à rien en particulier. Ouais. Puis, fait que dans le fond, ouais, c'est ça, je suis comme en train de voir le lien entre le désir de la liberté intérieure et justement de ne pas se sentir appartenir. Est-ce que c'est quelque chose qui, des fois, mettons, te manquait d'appartenir? Oui. Ouais. Je ne l'ai pas choisi, ça. C'est sûr que pour les personnes qui font un petit peu d'astrologie, dans ma carte du ciel, j'ai pas du tout de terre. Aucune de mes planètes, tout ça, ont de la terre. C'est seulement venu il y a à peu près 12-14 ans où mon soleil est entré dans la Vierge, qui est un signe de terre. Et comme par hasard, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'enraciner, et notamment ici au Québec. Mais pour revenir à ta question, oui, il y a des moments où je me suis dit, tiens, c'est quelque chose de souffrant de ne pas appartenir. Mais en même temps, ça fait partie aussi d'un conditionnement humain qui fait partie des besoins fondamentaux humains où il y a une sécurité par rapport à ça. Donc quand je revenais dans mon humanité-là et dans mes besoins fondamentaux humains, il y a quelque chose en moi qui était un petit peu en souffrance de non-appartenance. Mais réellement, si je me mettais à un niveau de me reconnaître dans l'être entier que je suis, humaine avec son aspect aussi de reliance plus spirituelle, il y a quelque chose qui était, mais non, ça fait partie de moi, c'est moi, et je suis bien là-dedans. C'est comme s'il y avait un aspect qui devait absolument appartenir parce que sinon j'étais pas normale ou je devais plus répondre à ce besoin-là, mais ce besoin-là, je pouvais, à partir du moment où j'ai compris que mes besoins fondamentaux humains, je pouvais les satisfaire à ma manière. Donc, ça a été comment je fais pour vivre dans ce ressenti-là et en même temps donner une part de satisfaction à ce besoin d'appartenance qui fait partie de mon humanité ici dans cette incarnation. Et donc, dans ce cheminement-là, et ça a été pour tout, quand j'ai compris que je pouvais être de plus en plus pleinement moi-même dans mon unicité de ce qui était, c'est-à-dire comment, et en même temps, me ressentir et me vivre électron libre faisant partie de ce grand tout, et en même temps que j'avais aussi ce besoin d'appartenance, comment je pouvais les réunir, comment je pouvais vivre les deux. Et c'est essentiel parce que je dis souvent, je suis une partisane du « et » au lieu du « ou ». Et j'ai dit plutôt, là, dans ma quête, c'était l'ouverture d'esprit, comment je peux inclure les différentes visions, mais ça fait partie de ça aussi. Comment je peux réunir et me vivre dans cet ensemble-là, avec d'une part ma part incarnée, avec mes processus de survie, mes conditionnements auxquels, c'est important que j'en prenne soin, que je regarde où ils sont, de ne pas, certainement pas le rejeter, que ce ne soit pas par opposition, mais que ce soit, ok, mais aussi il y a tout cet aspect spirituel que le long de ma quête, j'ai été explorer aussi de diverses manières, comment ces autres dimensions de moi, de ma réalité intérieure et d'une réalité plus large, comment je peux les rejoindre. Comment je peux faire que être dans me vivre dans mes différentes réalités, dans mes différentes dimensions. Je pense que toute ma quête actuellement peut se résumer à ça. Wow. Dans cette ligne directrice. Wow. Là, c'est beau parce qu'on a on a le point là où tu es aujourd'hui, tu sais, qui est... Sauf que en fait, je vais faire un lien à moi. Je dirais que ce que tu viens de mentionner vit à l'intérieur de moi aussi.
Ceci étant dit, moi, j'ai choisi d'écouter la part de moi qui avait vraiment besoin d'appartenir et j'ai mis de côté la liberté. Puis là, c'est maintenant là, que ça... Non, 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 moi, je peux pas être comme les autres. Dans le sens, je peux pas faire... C'est ça, je peux... J'ai de la difficulté à le dire en mots, là, mais je peux pas suivre le chemin conditionné pour appartenir. En fait, dans tous les cas, là, j'ai fait ça, puis je me suis pas sentie appartenir. Fait que c'est comme si je m'étais complètement oubliée et mise de côté. Fait que ça... Et moi aussi, là, je suis à un point... Le fun, là, c'est beau, là, où je suis maintenant, aujourd'hui, tu sais, dans ma quête de tout ça, tu sais. Mais, ouais, bref, ça résonne dans l'inverse de ce que tu dis. Bref, mais on va revenir à ce que tu étais en train de dire. T'as mentionné... mais tu voulais-tu rebondir sur ce que je viens de Oui, dire? mais ça fait partie exactement de ce que je disais, d'élargir toujours plus dans l'inclusion, de n'être pas d'être dans le et en même temps. Hein? Comment je peux faire pour rester intègre avec toutes les parts de moi? Oui. Peut-être que ce besoin d'appartenance chez toi est peut-être plus fort que moi dans mon histoire. Comment je peux en prendre soin avec toutes les autres dimensions que je ne connais pas exactement ton histoire, mais tu peux découvrir. Et comment je peux prendre soin et avancer doucement sans faire violence à un endroit. Moi, je fais beaucoup d'accompagnement psycho-émotionnel, puis c'est des parts importantes. Au plus on va contre, au plus on rentre en résistance de. C'est parce qu'on va accueillir toutes les parts de nous là où elles sont, comme elles sont, dans ce qu'elles ont besoin, qu'elles vont pouvoir s'ouvrir et voir si ça convient comme la transformation proposée. On ne peut pas, j'aime bien cette expression qui dit « c'est pas en tirant sur les carottes qu'elles poussent plus vite ». Oui, exact. Oui. Donc, j'ai vécu, je sais exactement ce que je devais vivre. Il y a tout de même une part de moi que quand tu parles de ton nomadisme qui fait « j'ai perdu donc bien du temps de ma vie à pas actualiser mon grand besoin de liberté ». Fait qu'il y a ça qui vit en moi. Et donc voilà, c'est pas tout à fait encore intégré d'accepter que tout était parfait. Puis que si aujourd'hui, tant mieux qu'aujourd'hui je réalise ce grand besoin. Que je le réalise et que j'essaie de plus en plus de l'actualiser, tu sais. Et en accueillant le rythme auquel je peux le faire. Je veux rebondir sur ce que tu disais là. Tout est parfait. Moi, j'aime le traduire autrement, de dire, tiens, quelque chose que tu sais, j'en suis sûre, mais quel est l'enseignement que ça m'a donné là? Et de pouvoir prendre la perle qu'il y a absolument dans tout vécu. Hein, c'est une expression que j'aime beaucoup, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et à partir de là, quand on se posait sur l'enseignement vécu pour justement aller ailleurs et continuer notre développement dans la voie qui est juste pour nous, maintenant. Si le besoin ne s'en fait pas ressentir avant et que ça ne devient pas une priorité, c'est peut-être que ça ne l'est pas sur le moment et qu'il y a d'autres choses à vivre en attendant jusqu'au moment où ça le devienne, que le socle soit assez travaillé, que la terre soit assez travaillée pour que cette priorité-là arrive à ce moment-là et que là, là c'est le temps. C'est une façon de voir c'est doux, en fait. qui m'habite, oui. Il y a beaucoup de douceur dans ça, fait que oui, c'est bien. Et oui, tu sais, comme je le mentionne comme ça, et j'ai effectivement fait beaucoup d'apprentissage et je continue d'en faire encore, en fait. Il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de regret, puis là, j'y ai pensé, puis je peux dire, il n'y a pas de regret. Pas de regret. J'ai vraiment vécu ce que j'avais à vivre et j'apprends encore à tous les jours de ce que j'ai vécu. Mais revenons à toi.
Mon Dieu, comment je vais faire pour revenir à toi? Nous étions en train de dire... Mais dans le fond, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de ce que tu as le goût de nous partager de ton nomadisme. Comment c'est. Je sais que tu es partie très jeune de chez toi, en fait. Je sais que tu as beaucoup bougé. Là. Il y a eu comme 8 ans où tu avais, je sais pas combien de nuits tu restais maximum, mais si tu peux nous parler de ça, il y a de quoi de vraiment. Ce que je trouve intéressant dans ça, en fait, c'est que du point de vue de bien des gens, ça peut paraître super insécurisant, puis toi, était là ta sécurité, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve... fait que tu nous dis ce que tu as le goût de nous dire, puis ouais. Effectivement, je suis partie de chez moi à 16 ans, mais dans un réactionnel. Puis, j'avais compté depuis cet âge-là jusqu'à ce que... jusqu'en 2005, où je quitte la Belgique et j'aille vraiment comme sur les routes, où les routes ont été mon habitat pendant 8 ans. J'avais déménagé, donc je pense c'est 17 ans, j'avais déménagé 28 fois. Et il y a 2 endroits où j'étais restée le plus longtemps, c'était 1 an et 3 mois, 2 fois. Donc effectivement, beaucoup de déménagements déjà. Et effectivement, je ne trouvais pas ma place. Hein. Il y a beaucoup eu dans mon évolution cette recherche de qu'est-ce que ça veut dire, ma place, c'est quoi ma place, c'est où, etc. Et donc, je trouvais ma place dans le mouvement, dans le fait de ne pas m'ancrer quelque part ou de ne pas être attachée. Hein. Je vivais le fait de devoir rester quelque part un petit peu comme un attachement, mais il y avait aussi un inconfort à être à l'intérieur, aussi de ne pas trouver nécessairement la place dans laquelle j'étais bien. Je vivais beaucoup d'inconfort intérieur aussi. Et donc, oui, j'ai beaucoup déménagé, j'ai été vivre dans le sud de la France 1 ou 2 fois. J'étais en recherche, en fait, d'un lieu. Puis, en 2005, avec mon ex-compagnon, Laurent, il a vendu son appartement et on est parti sur les routes. Et donc de 2005 à 2013, où j'ai repris un appartement ici à Sainte-Thérèse, donc où j'ai repris un bail, j'ai vraiment été comme sans domicile fixe, on va dire, même si parfois je restais 1 mois ou quelques semaines à certains endroits où je me déposais. Mais mes possessions se limitaient à ce que j'avais dans une petite voiture ou même quand je suis venue ici, ça se limitait à ce que j'avais dans mon sac à dos quand je suis arrivée ici. Donc j'ai vécu énormément d'expériences dans ce qu'on peut appeler un nomadisme. Mais c'est un mot pour décrire quelque chose où... moi, j'allais plutôt comme dans un mode explorateur, dans une quête de mouvement, d'écoute. Ce que ça m'a donné le plus comme ressource, c'est justement j'ai vu là qu'est-ce qui était essentiel pour vivre un être humain. C'est pas de posséder, c'est pas d'avoir ci, d'avoir ça, c'est qu'est-ce que vraiment j'ai besoin, moi, pour pouvoir comme être bien. Par exemple, sur quoi je ne négocierai plus. Puis moi, par exemple, c'est l'hiver, quand il fait froid, avoir de l'eau chaude pour me laver. Luxe d'être dans une salle de bain chaude. Ça peut paraître niaiseux, mais quand on vit comme ça, ça permet de développer aussi la gratitude qu'il peut avoir on ouvre le robinet, on a de l'eau qui coule là, on rentre dans sa maison, on a un toit, on a chaud qui est là, on tourne un thermostat, tous nos besoins de base qui sont déjà réglés. Alors c'est important parce que ça permet de construire autre chose. C'est sûr que moi dans toute cette quête, j'ai rien construit dans ma vie quelque part. J'ai énormément construit et investi dans mon développement intérieur, dans cette déconstruction de conditionnement, d'espace de liberté intérieure. Ouais. Ouais, les plus grands enseignements que ça a eu dans cette période de ce cheminement, ce marcher la route, c'est l'écoute. L'écoute profonde
de ce qui vivait en moi, mais d'où ça m'emmenait. Moi, j'appelais ça écouter le vent. Et faire confiance à cet élan intérieur. C'est comme si à un moment, je me disais, c'est comme si j'avais développé un radar de vers où je devais aller. Je ne sais pas pourquoi ça m'appelle là, mais c'est là que c'est important d'aller. Et de descendre et d'ancrer en moi cette confiance que mon ressenti, si j'écoute cet élan, c'est ça qui est juste. Et ça m'a amené dans des situations où, waouh, c'est le chemin m'a fait des cadeaux, comme j'appelle ça, déployer le tapis rouge. Notamment comme quand je suis arrivée ici en 2007, ou quand je suis revenue m'installer en 2012, ou alors que j'avais un billet pour repartir en Inde, où en 2011 j'avais vécu 6 mois absolument merveilleux. Puis là j'étais venue ici l'été, puis j'avais mon billet pour repartir 6 mois en Inde. Puis début septembre, je rentre en Belgique, j'arrive en Belgique, puis là ça me dit non, tu dois retourner au Québec. Comment ça? Puis mon mental, ben non, comment ça? Il va faire fret là-bas, il fait froid, tout le monde déménage le 1er juillet, comment tu veux te trouver un appartement, etc. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu as ton billet non remboursable pour partir en Inde, tu as vécu une super expérience. En moi, ça disait, tu dois retourner pas peut-être dans le tu dois, mais ton chemin est de repartir au Québec. Puis, j'ai ostiné un petit peu dans mon mental, mais j'ai lâché très, très, très vite. Parce que justement, j'avais l'expérience dans ce chemin-là de cette écoute et où ça s'était révélé tellement juste nombre de fois où par rapport à une logique, par rapport à un mental, ce serait pas ça qu'il faudrait faire rationnellement, mais où j'écoutais mon élan, la voix en moi, le radar, le vent qui disait « Non, c'est par là ton chemin, cette écoute-là. » C'est comme mes pieds qui disaient « C'est par là que tu dois aller. » Cette inspiration intérieure, cette écoute de cette inspiration intérieure, de ce mouvement intérieur qui me disait « C'est par là que ça se passe. » Et donc, comme j'avais assez de confirmation, j'ai pu déchirer mon billet, revenir ici et dans cette écoute-là, c'est comme là, c'est le tapis rouge qui s'est ouvert, comme à chaque fois en fait, que je vais dans cette écoute profonde-là où j'arrête de lutter contre un mental, un rationnel, une logique qui vient souvent de peurs qui sont là. Et là, je vois que ça fait partie du déconditionnement aussi des peurs, puis de l'écoute profonde, de l'inspiration, du mouvement prochain, du pas prochain. Et la route, c'est ça, la route c'est un grand maître. D'à chaque instant, écouter le pas qui est à faire. Parce qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan préétabli, conditionné. C'est quoi? Il y a cette liberté absolue qui peut paraître parfois insécurisant, mais qui, moi, à ce moment-là, m'apportait tellement et où il y avait cette découverte, ce plaisir d'expérientiel, mais tout est ouvert. Le pas d'après, c'est quoi? OK, je fais confiance à cette inspiration du pas prochain. Comment qu'ils se présentent tes inspirations? Ce vent, ce chemin, comment on sait que c'est ça qui nous parle? C'est dur à décrire, hein? Non, oui, quelque part, mais j'ai quelques mots à mettre dessus, mais pour ça, je vais revenir justement peut-être dans ma quête. Oui. Depuis mes 13 ans où je découvre ça, puis je suis dans un grand malaise intérieur, j'essaye d'anesthésier ce mal-être-là dans différentes substances, que ce soit l'alcool, d'autres drogues, etc. Puis, à un moment, je rencontre, au début de ma vingtaine, des personnes justement qui ont des
des façons de se vivre, des façons, on peut dire, un peu plus spirituelles. Ma première rencontre a été avec la méthode Silva, dont la cousine de mon beau-frère était formatrice. Et ça a commencé à ouvrir mon monde. Aussi, j'ai eu un grave accident quand j'avais 15 ans, donc en plus d'être mal dans ma tête, j'ai commencé à être mal dans mon corps, avec beaucoup de douleurs, qui m'ont fait mise en quête aussi de recherche de pratique, parce que les médecins, ce qu'ils me disaient de façon très, comment je vais dire, très succincte, n'arrivaient pas, que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, à m'apaiser. Donc je me suis mis dans la recherche de ce qu'on appelle des médecines alternatives. Et donc là, j'ai commencé à trouver des réponses, j'ai commencé à trouver un mieux-être, puis quelque part, mon monde a commencé à s'ouvrir à d'autres réalités aussi concrètement, d'abord par la méthode Silva, puis ça a été le Reiki, puis ça a été différents, peut-être pas dans l'ordre, là, je vous le dis pas dans l'ordre, mais d'autres types de méditation. J'ai commencé début vingtaine, la méditation bouddhiste, puis zazen, puis des méditations dynamiques. J'ai vraiment été explorée différents types de reliance, en fait. Comment ouvrir notre esprit à d'autres réalités, notre conscience à d'autres réalités. Comment ça se déployait. Et donc, dans tous ces sages qui ont exploré eux-mêmes, j'ai été faire différentes expériences. Et en 2003, cette quête-là que j'avais eue en 2013, donc pas en 2013, quand j'avais 13 ans, avec ce livre-là, là est apparu devant moi. J'ai eu un accès pour aller faire toute une session avec des chamans en Amérique du Sud, en Amazonie, où j'ai pris différentes plantes, oui, des plantes d'expansion de conscience, mais surtout et avant tout des plantes qui nettoyaient différentes parties du corps, vraiment faire un grand clean-up, où j'ai fait une isolation en forêt, où j'ai fait un jeûne, etc., etc. Donc vraiment comme un genre de reset, où j'ai vraiment dans ce clean-up-là, j'ai vu par exemple tout un clean-up au niveau de mes poumons, parce que j'ai fumé pendant longtemps. Puis en 2003, ça a été là où j'ai vraiment arrêté tout produit toxique, que ce soit la cigarette, etc., ou toute autre substance. Mais c'est aussi au niveau du système digestif, où là, je vomissais, puis dans ce que je vomissais, j'avais le goût des antibiotiques, puis toutes les choses qui sont cleanées. Et là, j'ai fait un pacte avec mon corps, vraiment d'en prendre soin, de l'écouter, d'en prendre soin. Et bref, dans toute cette expérience-là, qui m'a donné ma prise de terre, by the way, qu'avant, les différentes expériences que j'avais eues, c'était beaucoup comme une recherche du en haut. Ouais. Comment faire pour m'ouvrir à ces autres dimensions du en haut, etc. Oui, j'ai eu différentes expériences qu'on pourrait appeler un petit peu mystiques et autres, mais ça reste très, très comme, hey, le en haut avec quelque part en moi, en lame de fond, j'ai pas le goût d'être ici, j'ai pas le goût de m'enraciner, j'ai pas le goût de vivre ça dans l'incarné. Et c'est pourquoi il y avait comme l'aspect de fuite qui était là, qui pouvait être en lame de fond aussi de certains, de pourquoi mon voyage et mon nomadisme, c'était beaucoup, beaucoup plus que ça. Et donc, quand on est en fuite comme ça, puis qu'on veut retourner dans l'au-delà, là, dans le... Comment tu l'as nommé? C'était beau. C'est m'ouvrir à d'autres dimensions. À d'autres dimensions. D'autres réalités. On est moins dans l'incarnation de la matière, donc assurément, on prend un peu moins soin de notre corps, ou on est moins à l'écoute de... Je dis assurément, mais c'est pas assurément. Je l'ai pas vécu comme ça, mais quelque part, c'est... d'où si ces dimensions et ces réalités existent, c'était dans la quête, c'était pas pour les vivre ici. C'était quelque part pour vivre d'autres choses que cette matière-là que je sentais comme très enfermante. Okay. Et effectivement, notre incarnation, c'est quelque part, on se vit comme limité. Ouais. Comme on vit quelque chose où on est individué.
Hein, c'est tout l'enjeu justement de l'incarnation qui est là. Et donc ce vécu-là en Amazonie, ça m'a fait vraiment mettre ma prise de terre et voir à travers mes expériences que cet esprit, cette ouverture de conscience, cette conscience qui existait bien au-delà de notre forme physique. L'idée pour avoir ce tout, c'est de la descendre et de l'habiter et qu'elle traverse justement notre matière et notre incarnation. Et que c'est là que ce tout, hein, quand on dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est là où la réunion de ce paradoxe, de comment se vivre en même temps individué dans la matière et en même temps connecté, interconnecté, avec la conscience de l'interconnecté au tout. Et à mon sens, actuellement, c'est l'enjeu de notre incarnation et de la spiritualisation. C'est de le vivre à travers notre matière, de sentir que à travers chacun de nos atomes, hein, qu'est-ce que c'est? On voit, c'est beaucoup de vide avec cette étincelle de vie qui est là. Et de pouvoir se vivre dans cet ensemble individué, mais pouvoir se vivre comme chaque atome qui renferme l'univers en entier et qui a ce principe profond de vie, peu importe comment on l'appelle. Certains l'appellent Dieu, moi j'aime ça l'appeler la vie avec un grand V, ce principe créateur quelque part. Voilà, et donc ça m'a fait, dans cette prise de terre-là, dans cette traversée-là, où j'ai eu une expérience où j'ai fait le chemin inverse quelque part. C'est comme je me suis vue traverser les différents règnes, tu sais, comme l'embryon, là, il passe par les différents règnes terrestres. Hein, on voit l'embryon qui a différentes formes, qui peut correspondre aux différents règnes de l'évolution terrestre. Je me suis vue vraiment traverser ces différents règnes comme pour aller traverser mes cellules, l'atome. Et c'est là que quelque part, quelque chose s'est ouvert en moi. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à aller si loin. Comme si tu habitais finalement comme ces cellules-là, comme si tu venais d'atterrir à l'intérieur de toi. En tous les cas, d'ouvrir cette compréhension profonde, oui, quelque part, en tout cas, c'est dans cette incarnation que ça se passe ici et maintenant. Oui. Dans ton évolution ici. C'est à travers ça que ça se passe. Mais surtout d'ouvrir comme dans cet espace de liberté et d'ouverture et cette recherche d'accès et de conscience et de connexion à des dimensions beaucoup plus larges, c'est je ne pouvais pas faire fi de celle-ci dans mon incarnation, dans mon humanité, parce que cette incarnation, cette humanité, c'est une partie de mes dimensions. Je ne pouvais pas en faire fi, je ne pouvais pas la fuir. Sinon, c'était une quête qui se heurtait tout le temps à un mur pour que la réelle ouverture se fasse et s'ouvre, cette ouverture de conscience beaucoup plus large. Dans ce tout, notre incarnation est là. Et c'est travers elle, en la traversant justement, que des réalités plus larges ou de conscience peuvent encore plus s'expandre. C'est une des dimensions. Tu sais, tu dis les autres dimensions, mais celle-là en est une. Oui, puis que des fois, peut-être parce que justement, on l'incarne, là, on est dans l'incarnation de la matière, donc on l'oublie, peut-être. On oublie quoi? L'incarnation dans la matière, parce qu'on est tellement dedans, c'est comme l'expression... On y est identifié. Voilà, c'est comme l'expression qui dit « j'ai le nez tellement collé sur l'arbre que je vois plus la forêt ». Ben c'est ça, je suis tellement dedans que je vois les autres dimensions, je veux atteindre les autres dimensions, mais j'oublie de considérer que je suis dans celle de la matière aussi. Oui. Moi, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu dire, mais dans ce que tu disais avec l'arbre qui cache la forêt, c'est on est complètement identifié dans notre corps. Oui. Et effectivement, le voir, le prendre dans l'équation, c'est aussi
s'en désidentifier. Et s'en désidentifier, ça ne veut pas dire s'en couper. Exact, oui. Ça veut dire se vivre, pour moi en tout cas, ça veut dire se vivre, ça veut dire s'habiter dans toutes ces dimensions différentes, ne pas être identifié dans une en particulier, d'aller se vivre dans cet ensemble-là. On va s'en aller vers la conclusion de cette première partie d'enregistrement, mais j'ai pas senti que tu as répondu à ma question de comment on fait pour entendre, pour savoir. Je sais même plus comment je l'ai posé la question, mais tu sais, tu disais, je vais reprendre tes mots en fait, j'ai entendu que je devais retourner au Québec puis que je devais pas aller en Inde. Mais comment ça s'est manifesté, ça? Ah, l'inspiration, merci. Oui. Et donc, suite à cette expérience-là, les mots que je mettrais par rapport à c'est quoi l'écoute de l'inspiration, de l'élan, c'est comme si en moi, il y avait un espace qui sait. Et cet espace qui sait, c'est comme si c'était la réunion de mes différents sens. Hein, les 5 sens humains, mais aussi plus largement. C'est comme si ça s'était intériorisé et vécu. Hein, il y en a qu'on dit clairaudient, clairvoyant, ou d'autres, clairsentant, etc., etc. C'est comme si j'avais une conscience, un accès à un espace que j'appelle l'espace qui sait, où tous ces sens de clarté s'étaient réunis à l'intérieur de moi. Mais moi, je l'appelle l'espace qui sait. L'espace qui est interconnecté avec un savoir beaucoup plus large que mon mental ou mon rationnel sont là. Évidemment, je regarde ça, puis j'écoute quand même mon mental, qu'est-ce qu'il a à dire, pour pas qu'il soit en opposition non plus, qu'il sabote. Mon cœur, qu'est-ce qu'il a à dire, différentes parties de moi et de mon humanité, ce qu'elles ont à dire aussi. Mais souvent, ça fait partie de, ça réunit. S'il y a quelque part des peurs ou autres de mon mental, je vais juste dire, je t'entends, je les écoute, je les mets dans l'équation, mais in fine, souvent, dans cette partie qui sait, ça prend en considération. Puis mon expérience, j'ai eu des confirmations aussi que ça me menait vers quelque chose qui était bénéfique pour moi. Donc, quelque part, souvent, mon mental ou autre, le plus souvent, se rallie à ce ressenti-là. J'appelle ça aussi une évidence. C'est tellement bon quand on est dans cette évidence-là. Je ne sais pas pourquoi, comment, etc., mais c'est une évidence. Je sais que c'est ça qui est juste et bon de faire pour moi pour le moment. Puis des fois, j'imagine que l'espace qui sait en nous, c'est pas sur le moment. Tu sais, comme, mettons, là, dans cet exemple-là de je devais revenir au Québec et non pas aller en France, en Inde, c'était là, c'était dans le moment. Mais des fois, on peut se questionner sur j'ai un élan de faire telle chose, mais je sais pas si c'est le bon timing, je sais pas si est-ce que à tout moment quand je me connecte à cet espace qui sait, je vais avoir une réponse, ou des fois ça peut prendre du temps dans la matière là ici dans cette réalité où le temps existe. Pour te répondre, je vais reprendre mon exemple parce qu'il y avait quand même un certain enjeu important. Puis, il y avait une opposition par rapport à mon mental. Donc, tant que mon mental n'était pas rallié, c'était difficile d'écouter cet élan-là parce que c'était me faire violence. Donc, c'est de prendre le temps, en fait, de rallier les différentes parties de nous. Mais si j'avais eu la sagesse plus grande et j'en suis loin, mais qu'à chaque instant, je pouvais pleinement écouter cette inspiration profonde-là, je pense que ce serait comme instantané. Je pense que le temps dont on a besoin vient de nos différentes instances psychiques ou autres qui
qui sont pas sûrs, vont en opposition ou d'autres besoins. Et puis c'est important, correct et bénéfique de les écouter. Comme j'ai dit au départ, ça fait partie de l'accueil, ça fait partie de notre rythme, d'accueillir notre rythme d'évolution. Et parfois c'est je ne sais pas. Et effectivement, dans je ne sais pas, moi comment je le traduis actuellement, ah, les choses sont pas encore placées. Voilà. Ouais. Ouais. Génial. Merci pour cette première partie. Assurément, on se revoit pour une deuxième partie pour continuer cette belle discussion. Avec grand plaisir, Joliane. Puis je voulais te remercier pour ton accueil, ton écoute et la façon dont tu me mets en confiance pour pouvoir parler, dévoiler de choses qui pour moi sont assez intimes et que je ne m'attendais pas à aller si loin dans ce qui vit et ce qui m'habite aujourd'hui. Merci de me dire ça. C'est un beau cadeau. Un beau merci. À bientôt. À bientôt. Oh, 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 oh. Avant de repartir, prends juste un petit moment pour laisser ça descendre. Vois ce que ça change en toi. S'il y a quelque chose qui a résonné, pense partager cet épisode à quelqu'un avec qui tu te sens relié. Aussi, continue le chemin à ta façon, en restant relié à ce qui est vivant en toi. Et si tu en as envie, abonne-toi au balado. Comme ça, on va rester reliés ensemble.